Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce grand dossier. Jean-Luc Mélenchon est-il devenu le Donald Trump français? Outrance à répétition, effet de manche, récit alternatif et contournement des médias, la stratégie du leader de la France insoumise interroge et rappelle à bien des égards celle du candidat et maintenant du président Trump. Ce qui a fonctionné pour l'Américain peut-il bénéficier aux Français? Quelles sont les limites de cette comparaison et de la méthode de l'insoumis? La question se pose d'autant plus ce vendredi après un nouveau dérapage hier soir lors d'un meeting à Lyon, des propos douteux qui indignent une bonne partie de la classe politique française. Sauf s'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon, ça fait plus russe Epstein, hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein, Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire. Voilà, pour les mots, on va les décrypter, bien sûr, avec nos experts autour de la table. Renaud Pila, bonjour Renaud. Bonjour à tous. Merci d'être là. Éditorialiste politique LCI, Mathilde Guénégan est également avec nous. Vous étiez hier soir. Absolument. Dans la salle, vous allez nous expliquer comment ça s'est passé dans quelques instants. Vous êtes journaliste au service politique TF1 LCI. Bonjour Antoine Oberdorf. Vous êtes journaliste au service politique de l'opinion. On va parler de cette stratégie avec vous, une stratégie qui ressemble parfois à celle de Donald Trump, mais qui quand même, on va le voir, aussi très différente. Magali Barthès va nous rejoindre, éditorialiste internationale LCI. Elle connaît les États-Unis par cœur. Et Roland Quérol, qui est là, politologue, directeur conseil de Région Magazine. On verra avec vous, évidemment, toutes les répercussions de cette stratégie mélenchoniste. Avant peut-être de démarrer, un mot justement, Roland Quérol, sur ces mots, sur ce qui a été dit hier soir. Vous l'analysez, vous le percevez comment ? Écoutez, il fait de plus en plus fort, Jean-Luc Mélenchon. Il a théorisé la radicalité, le bruit et la fureur. Et je ne sais pas ce qui va l'arrêter dans cette direction. Là, les plaisanteries sur le nom de Epstein, je crois d'ailleurs chez lui que c'est plus anti-allemand que antisémite. Il déteste l'Allemagne, il déteste tout ce qui vient de l'Allemagne. Et donc, je crois qu'il était très content de dire Epstein comme Frankenstein. Je crois qu'il ne mesure plus des choses qu'il dit et qu'il ne mesure plus l'énormité que ça représente par rapport à l'essentiel du spectre politique. Mélenchon est quelqu'un qui est maintenant détesté par 72% des Français. Il est l'homme politique de loin le plus détesté de France. Plus détestés que ne l'ont jamais été les Le Pen. Alors, évidemment, ça séduit quand même des gens qui, à gauche, sont en demande de radicalité. Comme vous disiez, on a un mouvement mondial de radicalité à gauche et à droite. Et il incarne ça pour la France, à gauche. Mais franchement, je crois qu'on peut commencer à se demander s'il ne fait pas trop dans la radicalité et s'il n'est pas en train d'y perdre quelques plumes. Mathilde Guénégan, on va se rendre devant notre écran pour que vous puissiez nous raconter ce qui s'est passé hier soir. Il y a des phrases, des petites phrases, mais il est important de comprendre dans quel contexte tout cela s'est déroulé. Où était Jean-Luc Mélenchon et ce qu'il a dit précisément? Oui, meeting à Lyon, dans la capitale des Gaules. Un meeting qui est prévu de longue date puisqu'il fait une tournée de France pour cette campagne municipale. Le scrutin, on le rappelle, est dans 2 semaines. Donc il est venu pour soutenir la candidate La France Insoumise à Lyon. C'est Anaïs Belaouissaf-Chérifi. Vous voyez, la salle est pleine. Les organisateurs nous donnent le chiffre de 2000 personnes. Et très rapidement, quand il prend la parole, son discours est très anti-média. Il critique le traitement médiatique qui a été fait de l'affaire Quentin Derenque et c'est à cette occasion qu'il revient sur l'affaire Jeffrey Epstein. Écoutez. Sauf s'il s'agit de l'affaire Epstein. Ah, je voulais dire Epstein. Pardon, ça fait plus russe Epstein, hein? Alors maintenant, vous direz Einstein au lieu d'Einstein, Frankenstein au lieu de Frankenstein. Eh bien voilà, non, tout le monde comprend comment il faut faire.
Vous entendez à la fin de la vidéo, rire et applaudissements dans la salle. Jean-Luc Mélenchon a ensuite continué sa tirade anti-média. Il est aussi revenu sur le traitement de cette affaire Quentin Derenc, qui est le jeune homme de 23 ans, militant identitaire, qui est mort à Lyon il y a quelques jours. Et il a pointé du doigt le collectif Némésis, ce groupe de femmes qui s'identifient comme identitaires. Et il demande la dissolution de ce collectif. Écoutez. Lyon a été un traquenard organisé par Némésis. J'ai donc demandé la dissolution de Némésis. Nous avons demandé la dissolution de Némésis parce que c'est une organisation qui organise des traquenards pour qu'il y ait des bagarres et qu'elles finissent mal. Dissolution donc du collectif Némésis et soutien renouvelé à la Jeune Garde également et au député de la France Insoumise, Raphaël Arnaud. Voilà, il a commencé en disant « Résistance, nous sommes tous des antifascistes ». Voilà, il reste droit dans ses bottes, Jean-Luc Mélenchon. Pendant ce meeting, c'était très important de comprendre tout ça et le contexte, évidemment, autour des déclarations qui font polémique aujourd'hui. Alors, on va dire, pour faire simple, que ce n'est pas la première fois que lui ou que son parti se servent de clichés, de préjugés qui alimentent la haine des Juifs. Alors, on va citer quelques-uns. Le 15 juillet 2020, souvenez-vous, Jean-Luc Mélenchon dit « Je ne sais pas si Jésus était sur la croix, mais je sais que, paraît-il, ce sont ses propres compatriotes qui l'y ont mis ». On se souvient de la caricature de Cyril Hanouna, des références au dragon céleste reprises par le député David Guiraud, ou encore des slogans dans plusieurs manifestations. La Palestine du fleuve à la mer, c'est un slogan qui fait référence à ceux qui souhaitent la disparition d'Israël. Ces mots, dans une ville à Lyon où un militant d'extrême droite est mort après une rixe avec des militants d'extrême gauche, c'était il y a quelques jours, faut-il le rappeler, il faut les appréhender comment ? D'abord, constater que plusieurs points, ça finit par former une ligne. Et il y a énormément de points depuis un certain nombre d'années dans la carrière de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez cité cette référence aux Juifs comme peuple déicide, ce qui renvoie au fond à un vieil antisémitisme qui peut être d'imprégnation catholique. Mais il y a eu aussi, bien évidemment, à l'époque où il était encore fraîchement parti du Parti socialiste, la polémique avec Pierre Moscovici, vous souvenez-vous ? Celui qui parle la langue de la finance internationale, qui ne parle pas français. Et puis, on arrive jusqu'à aujourd'hui avec la comparaison, par exemple, faite entre le président de l'Université de Lille et Adolf Eichmann, l'antisémitisme résiduel. Il y en a beaucoup. Jean-Luc Mélenchon, je crois qu'il sait pertinemment ce qu'il dit hier soir quand il prononce cette phrase Epstein, sur le mode un sketch de très mauvais goût d'ailleurs, tout simplement parce que ce jeu sur les sonorités, sur la prononciation du patronyme du criminel sexuel, il a déjà été fait en 2019 par Jérémy Corbyn, leader du Parti travailliste. Exactement le même lors d'un débat télévisé. Vous avez Jérémy Corbyn, leader du Parti travailliste, qui dit Epstein. Ça provoque un tollé en Grande-Bretagne. Un tollé au point que, progressivement, vous le savez, Jérémy Corbyn étant acculé, assailli par les accusations d'antisémitisme, il est fini par être quasiment démissionné. Oui, là, la référence est encore plus claire, parce qu'en anglais, Epstein, ça se dit Epstein. Donc, aller chercher une autre prononciation, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais que dit-on à l'époque que dit Jean-Luc Mélenchon à l'époque de ce qui arrive à son ami Jérémy Corbyn ? Il dit d'abord, à chaque fois, et c'est une loi qu'il établit, à chaque fois qu'un leader politique de gauche s'approchera du pouvoir, il se verra accusé d'antisémitisme. C'est la thèse du rayon paralysant. L'utilisation de l'antisémitisme, de cette accusation, pour écarter et discréditer. Deuxièmement, que reproche-t-il à Jérémy Corbyn ? D'avoir été trop mou, de s'être justifié, de s'être excusé face aux accusations du grand rabbin d'Angleterre. Et ça, Jean-Luc Mélenchon ne lui a pas pardonné. Il dira qu'il a eu une attitude molle à l'égard des importants. Voilà pourquoi Jean-Luc Mélenchon, lui, aujourd'hui, ne cède pas un iota de terrain. Un mot des réactions, Renaud Pila, avec vous. On va les entendre, on va les voir, évidemment, dans quelques petites secondes. Là, pour le coup, c'est unanime, ou presque, dans la condamnation. Écoutez. Et en réalité, je suis très triste pour celles et ceux qui ont soutenu sincèrement Jean-Luc Mélenchon et qui étaient loin d'imaginer qu'il pouvait dériver à ce point et qui aujourd'hui sont peut-être orphelins. Je condamne très fermement les propos de Jean-Luc Mélenchon. Les masques doivent tomber. Voilà, on ne joue pas avec des mots comme ça. Encore une fois, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai souvent entendu et combattu dans la bouche de M. Dieudonné et d'autres humoristes ou polémistes qui jouent sur cette forme d'ambiguïté pour ne pas nommer les choses, mais on voit bien tout ce
qu'il y a derrière et ça n'est pas acceptable. C'est insupportable, c'est irresponsable et j'invite notamment la France Insoumise, ses dirigeants à dire ça doit stop, faut que ça s'arrête. Voilà, les alliés, les adversaires politiques, on va en voir quelques autres de réactions qui ont été publiées sur les réseaux sociaux. Condamnation du côté de la droite, de la gauche, du centre. Bernard Cazeneuve, un socialiste dans la ville de Jean Moulin de Robert Badinter, où les milices et la collaboration ont livré tant de juifs au camp de la mort. Comment peut-on tomber dans cette fange sans honte et sans déshonneur? Mélenchon se réveille Mitterrand, il finit comme Soral. On va les laisser défiler ces réactions. Renaud, unanimité pour condamner. Bien sûr, et c'est ce que cherchait Jean-Luc Mélenchon. Il cherchait et il savait et il anticipait que toute la classe politique condamnerait bien sûr cette provocation blast. Et cette provocation blast hier soir, avec des ressorts antisémites, elle correspond à la logique de Jean-Luc Mélenchon qui disait il y a 10 jours à ses proches, lors des 10 ans, l'anniversaire des 10 ans de la France Insoumise, il y a eu un switch, il y a eu un live comme ça sur Internet pendant 2h30 où il a expliqué très clairement, et il suffit de l'écouter, Jean-Luc Mélenchon, que faire. Que faire? Maintenant, quoi faire? Que faire? C'était Lénine. Quoi faire? Et quoi faire? Jean-Luc Mélenchon, comme les très très grands fauves politiques, comme les chasseurs, il ne tire que lorsqu'il voit l'œil de la perdrix. Et là, l'œil de la perdrix, il l'a vu avec l'affaire Epstein. Et il considère qu'à partir du moment où une commission d'enquête a été refusée sur cette affaire par les députés, commission d'enquête réclamée par LFI, eh bien, il veut que tous ceux qui croient à un grand système mondial, financier, on voit à quoi, de la finance, on voit à quoi ça fait affaire ces élites mondialisées qui nous cachent tout. Il l'a dit hier, nous sommes les seuls à dire la vérité. Eh bien, il considère qu'il va ramasser avec des millefeuilles, toutes composantes, antisémites, anti-système, anti-médias, révolutionnaires, anti-capital. Il va avoir un matelas qui lui permettra d'accéder au second tour présidentiel. Ouais, ça, c'est de la stratégie politique. On va y revenir dans un instant. J'aimerais qu'on s'intéresse maintenant à la réaction, la riposte de Jean-Luc Mélenchon, qui cultive en quelque sorte cette posture du seul contre tous. Il a réagi. Voici ce qu'il dit. J'ai ironisé sur la volonté de vouloir faire avec Epstein un an pour russifier le problème. Consternante réaction de ceux qui voient de l'antisémitisme, et ce n'est pas terminé. Voici ce qu'il rajoute. Ça pose question sur leur réelle motivation sur cette question. L'antisémitisme est du côté de ceux qui veulent tout ramener à ce sujet. Bonjour Alain Jakubowicz, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat, président d'honneur de la LICRA. Après ces mots prononcés hier donc par Jean-Luc Mélenchon, cette tentative d'explication aujourd'hui, d'abord, est-ce que vous êtes convaincu ? Bien sûr, je suis totalement convaincu par les propos de M. Mélenchon, comme vous devez l'imaginer. Moi, je pense que ce Epstein restera collé à sa peau comme le Durafour crématoire colle à la peau de Jean-Marie Le Pen. Et je vois tellement de ressemblances. Vous savez, j'ai combattu Jean-Marie Le Pen et le Front National pendant des décennies. Je vois en Mélenchon le même visage défiguré d'une certaine façon par la haine, par la provocation, par ces jeux de mots prétendument ironiques. C'est l'image du fascisme. Voilà, donc évidemment qu'on est à nouveau dans une inversion accusatoire. Ce sont ceux qui disent qu'ils sont. C'est comme dans les cours de récréation. Ceux qui voient de l'antisémitisme, c'est parce qu'ils veulent exploiter l'antisémitisme. En fait, Jean-Luc Mélenchon est sur une espèce de toboggan, en fait, à la façon de Dieudonné. Il est obsédé par les Juifs, par l'antisémitisme, l'antisémite qu'il est devenu, qu'il n'était peut-être pas d'ailleurs, mais il a fini par s'auto-persuader. Et en fait, il ne raisonne qu'avec ces mots, à la façon de Dieudonné et à une certaine époque de Jean-Marie Le Pen. Voilà, c'est le constat amer et extrêmement triste que l'on peut faire, avec peut-être un sujet supplémentaire. Vous savez, ces rigolades dans la salle, qui renvoient là encore à une triste époque, celle de Jean-Marie Le Pen et de ses bons mots. Bernard Tapie, à une certaine époque, avait dit que Jean-Marie Le Pen était un salaud et que ceux qui votaient pour lui étaient des salauds. Je n'irai pas jusque-là. Mais en fait, je m'interroge quand même sur ces gens qui étaient dans la salle, qui peuvent trouver ça drôle. C'est affligeant. L'antisémitisme, il y en a
évidemment à l'extrême gauche, il y en a aussi à l'extrême droite. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous faites la différence entre les deux ? Vous rapprochez les propos de Jean-Luc Mélenchon hier à ceux de Jean-Marie Le Pen il y a quelques années. Est-ce qu'il y a une sorte d'unification de cet antisémitisme aujourd'hui en France, ou est-ce qu'il y a encore, comme on le dit parfois, un antisémitisme viscéral en cette vieille droite française, extrême droite française, et un antisémitisme qui est plus lié à l'islam? Écoutez, l'antisémitisme existe, dans notre pays comme ailleurs. Il vient de l'extrême droite et de l'extrême gauche de tout temps d'ailleurs. Je rappelle, on oublie souvent que le négationnisme est né non pas à l'extrême droite mais à l'extrême gauche. Alors c'est vrai que l'extrême droite en a fait un terreau également de développement, mais finalement, moi j'ai toujours combattu les extrêmes, de droite comme de gauche, et on voit qu'au bout des extrêmes, et on le voit bien dans les affrontements avec la jeune garde, les extrêmes finissent par se rejoindre. Et en fait, c'est d'un côté comme de l'autre, effectivement, un régime fasciste qu'il prône. Souvenez-vous de Doriot, on a beaucoup parlé de Doriot après les propos de Mélenchon d'hier. Doriot vient du communisme. Et on voit avec lui, effectivement, comment l'extrême gauche peut devenir fasciste. Et ce n'est pas un cas unique dans l'histoire de notre pays, et je dirais même dans l'histoire de l'humanité. Merci beaucoup Alain Jakubowicz. Merci mille fois d'avoir pris le temps de nous répondre aujourd'hui en direct sur LCI. La question qui se pose évidemment est celle de la stratégie après les condamnations politiques qu'on a entendues à gauche et à droite. Et à gauche notamment, les condamnations sont unanimes, elles sont fermes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait des répercussions politiques dans les négociations qui vont forcément avoir lieu dans les semaines qui viennent alors que les municipales approchent ? Oui, il y aura incontestablement des répercussions. On ne voit pas comment les socialistes, ni même les écologistes, qui ont pourtant tout fait pour ne pas rompre avec LFI, peuvent supporter un discours pareil. On va remettre la réaction de Marine Tondelier, pardonnez-moi de vous interrompre, pour bien comprendre aussi la force des réactions des uns et des autres. Oui, donc ce qui me paraît... c'est vrai qu'il y a toujours eu un antisémitisme dans l'extrême gauche, plus encore dans l'extrême droite, traditionnellement dans ce pays. Et c'est vrai qu'il y a un curieux amalgame qui est fait chez Jean-Luc Mélenchon entre cette forme d'antisémitisme et la volonté d'être antifasciste. Ce qui est d'ailleurs très étrange, parce que ça n'appartient pas au panthéon des Français. Si vous prenez les enquêtes par sondage ou les enquêtes qualitatives, personne ne croit à un danger fasciste en France. Ça n'existe pas dans les conversations des gens, dans les déclarations. Il n'y a pas de danger fasciste. À un moment, l'extrême droite était soupçonnée d'avoir des tendances fascistes. Depuis qu'il y a eu la normalisation lepéniste, ça n'est plus le cas. Et d'ailleurs, les lepénistes sont devenus favorables aux juifs français. Et donc, c'est de ce côté-là seulement qu'on trouve cet amalgame extrêmement curieux. C'est extraordinaire ce que vous dites, Roland Quérol, pardonnez-moi, mais vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, on parle de Jean-Luc Mélenchon, et vous parlez de danger fasciste, qui est politiquement, en théorie, à l'opposé de ce que représenterait la France insoumise aujourd'hui. Mais c'est très exactement ce qu'on trouve aujourd'hui dans les enquêtes. C'est-à-dire que les gens ne parlent pas du fascisme. Si on leur en parle, et si on leur demande à qui ça pourrait s'appliquer, le nom qui vient en premier, c'est Mélenchon. Il y a aujourd'hui une crainte, une peur de la ligne Mélenchon, et une peur que ça soit une ligne qui nous débarrasse de la démocratie. Tout ça au nom d'intérêts électoraux. Alors, parce qu'il y a le vote musulman. Justement. Et le vote musulman, évidemment, on le flatte en permanence. Il est extrêmement important dans l'électorat de Mélenchon. Extrêmement important. Les banlieues des grandes villes d'origine immigrée musulmane sont fortement marqué par le vote Mélenchon. Alors, et c'est dans cette direction qu'il s'engouffre. Mathilde, d'abord une réaction. En fait, les conséquences politiques, elles vont se faire en deux temps. Le premier temps, ça va être les questions des municipales, puisque c'est le scrutin qui est le plus proche. Là, on a vu des personnalités comme François Hollande, mais qui est déjà le partisan de la non-alliance avec la France insoumise depuis plusieurs temps, réagir à la fois à la suite du drame de Quentin Derenc et aussi ce matin, en expliquant qu'on doit acter qu'il n'y aura aucune alliance au premier comme au second tour. Et
l'ancien président ajoute « quitte à perdre des villes pour la gauche ». Donc la conséquence, elle serait lourde. Donc ça, c'est le premier temps politique. Mais Jean-Luc Mélenchon, on voit qu'il s'inscrit dans un temps politique beaucoup plus long, qui est celui de la campagne présidentielle. Et on dit toujours qu'il a plusieurs phases, parce qu'il a plusieurs cercles dans cette campagne, qui est très séquencée. Là, on est dans la phase 1, qui est la phase, le noyau dur, le socle. Je discutais avec une élue écologiste cette semaine qui me prenait l'image de la torture romaine pour parler de la France insoumise actuellement. Vous voyez, c'est cette boule où au final tout le monde fait bloc, c'est un noyau très soudé avec des boucliers et des lances, et en fait c'est un petit peu quand on est assiégé, on se replie sur la base vraiment, et les personnes qui étaient dans la salle, ce sont des militants. Alors certains jeunes venaient pour la première fois, mais c'est vraiment le noyau dur, et après on élargira éventuellement pour aller chercher un vote utile ou autre, mais on n'en est pas du tout là, on est vraiment dans le bras de fer. Jean-Luc Mélenchon, il a pris le symbole de la barricade plusieurs fois hier soir. La barricade, il y a deux côtés, c'est eux contre nous, eux l'extrême droite, nous les résistants. Ils considèrent que c'est lui la seule digue face au fascisme de l'extrême droite. Sur la structure de l'électorat mélenchoniste, Antoine. Oui, effectivement, comme l'indiquait Mathilde, il va continuer à chauffer à blanc son socle électoral pour le porter jusqu'à incandescence. Mais ça constitue guère plus que 10% des voix. C'est beaucoup. Il y en a certains qui signeraient tout de suite. Mais ça ne constitue guère plus que 10% des voix. Et par rapport à ce que disait Roland Querol, personnellement, et je suis absolument convaincu de ça, le fait de flatter l'antisémitisme, les passions antisémites, ne déplace pas une seule voix dans l'électorat musulman. C'est complètement faux et erroné de dire ça, selon moi. Enfin, je veux dire, quelle est cette essentialisation qui voudrait que l'électorat des quartiers populaires, les musulmans, soient réceptifs à l'antisémitisme? Tout ça n'existe pas. Et si Jean-Luc Mélenchon entretient cette vision-là, c'est qu'il a une vision parfaitement néocoloniale des quartiers populaires de ce pays. Donc aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon bétonne son socle électoral. À mon avis, là où il se fourvoie, c'est qu'il pense pouvoir réenclencher la pompe à vote utile, qu'il a conduit jusqu'à 22% en 2022, avec des gens qui n'avaient aucune sympathie particulière pour lui, mais qui le voyaient comme un vecteur vers le second tour. Là, cette fois-ci, ça va être beaucoup plus dur, parce que même s'il considère que les petits bourgeois de gauche, comme il les appelle, sont des invertébrés qui, au final, vont dans l'isoloir en fermant les yeux et se bouchant le nez pour voter pour lui, cette fois, je crois qu'il a franchi les limites. Vous restez avec nous, messieurs. Donc le RN... Dans un instant, on va en parler, on va continuer à en parler. Jean-Luc Mélenchon est-il le Donald Trump français ? C'est ce que disent plusieurs responsables politiques, les similitudes dans la posture, la stratégie, mais aussi on verra ce qui le différencie ou ce qui différencie les deux hommes. Une toute petite pause, on se retrouve juste après. Merci d'être avec nous sur LCI. Le grand dossier se poursuit avec nos invités ce soir. Renaud Pila, Mathilde Guénégan, Antoine Oberdorf, Magali Barthès, Roland Querol. Merci à tous d'être là. Donald Trump, Jean-Luc Mélenchon, c'est ce dont on va parler tout à l'heure. Vous allez le voir, la stratégie des deux hommes se ressemble parfois. Ce que ça veut dire, eh bien, nous le verrons dans quelques instants. Juste avant l'essentiel de l'info du jour, en cette fin d'après-midi, dans l'actualité, d'abord Bill Clinton qui va s'expliquer donc devant une commission d'enquête parlementaire sur ses liens avec Jeffrey Epstein. L'ex-président américain apparaît à de multiples reprises dans le dossier sans qu'aucun fait répréhensible ne lui ait jamais été imputé. Le président de la commission vient de dire qu'il avait beaucoup de questions à lui poser. Il a fallu 7 mois pour le faire venir. Il y a des dizaines de journalistes dans cette ville de Chappaqua, dans l'État de New York, où se déroule cette audition et où habitent les Clinton. En France, la colère d'Emmanuel Macron contre la Commission européenne. Le chef d'État parle d'une mauvaise surprise, car Ursula von der Leyen a annoncé que l'UE allait appliquer de façon provisoire l'accord commercial avec les pays du Mercosur, alors que l'entrée en vigueur du traité a été suspendue par un vote du Parlement européen le mois dernier. Une image, le ministre des Affaires étrangères s'est rendu à bord du Charles de Gaulle aujourd'hui en Suède. Je vous rappelle que hier, un drone a été neutralisé à proximité du porte-avions. Réaction de Jean-Noël Barrot: si cet incident a une origine russe, il s'agit d'une provocation ridicule et dérisoire. De son côté, le Kremlin jugeait absurde de dire que le drone était lié à Moscou. Et puis une information qui vient de nous parvenir il y a quelques instants à peine, un accident de tramway cet après-midi à Milan en Italie. C'est des images qui sont en train de nous parvenir en direct. Le tramway aurait déraillé, percuté un immeuble. Il y a au moins un mort et une vingtaine de blessés selon la police.
Après ce qui est considéré par la classe politique comme un nouveau dérapage antisémite de Jean-Luc Mélenchon, on s'intéresse à la stratégie du leader insoumis, accusé par certains de ses adversaires de se trumpiser. Alors, ça peut paraître étonnant, il y a effectivement des similitudes entre les deux hommes et on va en parler ensemble. Magali Barthès, puisque vous êtes une spécialiste du président des États-Unis, de sa stratégie politique et de la façon dont il se comporte, est-ce qu'il y a chez les deux hommes des similitudes ? Alors déjà, oui, il y en a une, c'est leur détestation des médias grand public, des médias mainstream. Ça, c'est vraiment le grand point commun des deux hommes. Vous savez que lors de leur dernière conférence de presse, les Insoumis ont refusé d'accréditer, par exemple, Le Monde ou Le Figaro, donc les médias traditionnels, pour privilégier justement des médias numériques, alternatifs, des influenceurs. Et alors, nous dit Jean-Luc Mélenchon. Alors ils disent que c'est moi qui ai un problème avec eux. Mes camarades feront les conférences de presse qu'ils veulent, en invitant qui ils veulent, quand ils veulent, sur les sujets qui leur conviennent. Et rien ne nous oblige. Vous n'avez aucun pouvoir. Foutez-moi la paix. Donald Trump aussi, il fait le tri entre les journalistes qui ont le droit d'aller dans le bureau ovale, de lui poser des questions, et les autres. Il a même menacé certaines télés américaines, je pense à ABC et à NBC News, de leur retirer leur autorisation d'émettre. Il insulte, il fait siffler les journalistes dans les meetings. Fake news, c'est évidemment sa formule toute trouvée pour discréditer les médias qui le critiquent. Oui, s'il vous plaît. Pour revenir là-dessus... Je n'ai pas dit vous, vous êtes CNN. Fake news. Pour qui travaillez-vous ? ABC News, monsieur. Fake news. ABC Fake News, l'un des pires dans le domaine. C'est une fake news, vous savez. C'est tellement faux. C'est pour ça que les médias ont si peu de crédibilité. Magali Barthès, c'est une real news. Est-ce qu'il y a d'autres similitudes entre les deux, entre Donald Trump d'un côté et Jean-Luc Mélenchon de l'autre ? Alors j'en ai sélectionné quelques-unes. Trump comme Mélenchon, ce sont évidemment deux tribuns qui ont travaillé leur posture de candidats anti-système, anti-establishment. Alors ils sont tous les deux évidemment aux antipodes de l'échiquier politique, mais ils se retrouvent dans cette volonté d'incarner les laissés pour compte. C'est un peu le message, nous, contre les élites politico-médiatico, financières. Donald Trump, il revendique aussi son politiquement incorrect. Il choque et c'est fait exprès. C'est le cas lorsque, par exemple, il parle des migrants comme de criminels, comme de violeurs. Mais en fait, chacune de ces sorties, elle est précise. En fait, chacune de ces outrances, elle est là pour imposer son agenda. Il veut être omniprésent dans les médias et puis il veut obliger finalement ses adversaires à se positionner sur chacune de ces déclarations. Une stratégie de la provocation permanente, une volonté de cliver aussi la société, que l'on retrouve aussi chez Jean-Luc Mélenchon. On va voir ce que nos invités en pensent. C'est passionnant, effectivement, parce que les hommes politiquement sont extrêmement éloignés l'un de l'autre. On a de l'ultralibéral d'un côté et de l'extrême gauche. Pas sûr que tout le monde apprécie ce que je vais dire, mais de l'extrême gauche de l'autre. Est-ce qu'il y a dans cette stratégie des deux hommes des similitudes qui sont des similitudes forte, affirmée. Et est-ce qu'on peut dire que Jean-Luc Mélenchon fait du Donald Trump ? Moi, c'est le premier exemple qu'a pris Magali, c'est la question du rapport avec les journalistes qui est extrêmement clair. Lundi, il y avait effectivement une conférence de presse. C'était la première prise de parole de Jean-Luc Mélenchon depuis la mort de Quentin Derenque. Et on a appris que cette conférence était uniquement dédiée à la presse numérique. Et on s'est dit, c'est très bien, puisque TF1 a aussi plein de réseaux sociaux. On a aussi on a 21 millions au cumulé de followers sur tous nos réseaux. Donc on s'est dit, s'ils veulent plutôt axer sur la presse numérique, les vieux médias, comme ils nous décrivent, on sait aussi démultiplier pour pouvoir parler un petit peu à tout le monde. Et on nous répond non, c'est la presse numérique indépendante, donc qui n'est pas propriété de millionnaires ou autres. Donc en fait, il y a un tri qui est fait. Et donc bien sûr, on a fait une demande d'accréditation qui nous a été refusée sur le principe de nous n'étions pas le média concerné. Et quand on a
a écouté cette conférence puisqu'elle était quand même disponible en ligne. La seule difficulté, c'est que certes, on a le contenu qui est à disposition, mais on n'a aucunement la possibilité de poser des questions, évidemment, qui est quand même la base de notre métier. Et il y avait des médias, il y avait des influenceurs, il y avait différents... Et en fait, ce que je ne comprends pas en tant que journaliste qui suit la gauche depuis très longtemps, c'est que quand je reçois des propositions de conférences, il n'y a jamais marqué réservé aux médias nationaux et autres. Donc en fait, tous ces médias-là peuvent être aussi invités dans n'importe quel meeting, n'importe quelle conférence, n'importe quelle thématique s'ils le souhaitent. Il y a quand même un certain respect entre nous où tout le monde a la possibilité de poser ses questions et il n'y a pas non plus qu'un accaparement. Certes, on a des questions d'actualité, mais il y a toujours ceux qui veulent faire. Et sur le dernier point, il l'a dit dans son meeting hier, c'est que cette relation aux médias, il veut continuer à l'attendre. C'est un petit peu la conflictualisation à tous les échelles, et y compris là-dedans, puisqu'il a dit, mais clairement, on continuera d'organiser des conférences de presse sur les thématiques qu'il nous souhaite, avec les personnes qu'il nous souhaite. Et c'est là où nous, et notamment mon rôle premier qui est de journaliste terrain, sera crucial dans les prochains mois pour pouvoir continuer à vous informer, vous donner les éléments qu'on peut on compte sur témoigner, vous, évidemment, observer. Mathilde. Alors évidemment, les journalistes, c'est une profession qui n'est pas du tout aimée, donc ils jouent aussi sur cette corde-là. Voilà, il sait très bien qu'en tapant sur les journalistes, eh bien, ça résonne favorablement à une partie de l'électorat. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce que vous avez évoqué, Magali, c'est le côté anti-système. Trump ou Mélenchon, qui sont des produits du système politique en France, financier aux États-Unis, et qui sont les porte-voix des laissés-pour-compte. Ça, c'est extraordinaire. Et ça fonctionne. Oui, alors on va voir si ça fonctionne comme Trump, c'est-à-dire est-ce que Jean-Luc Mélenchon accédera à l'Élysée. Là, ça serait effectivement pour lui la consécration, comme Trump 2 fois président. Je crois qu'il y a un ou deux points en commun et un ou deux grosses différences entre Trump et Jean-Luc Mélenchon. Je crois qu'on ne peut absolument pas comparer Jean-Luc Mélenchon et Trump. Les points en commun, c'est effectivement l'outrance calculée, même si elle est beaucoup plus calculée, me semble-t-il, chez Jean-Luc Mélenchon que chez Trump. Trump est quelqu'un qui c'est une boule de vulgarité, une boule de grossièreté, et quelqu'un qui n'a pas de surmoi. Même si, paraît-il, en privé, il est un peu plus dandy. Bon, Jean-Luc Mélenchon, lorsque vous discutez avec lui en privé, il peut être aimable, il n'est pas grossier, vulgaire, il ne dit pas des gros mots toutes les 5 minutes. Donc sur la forme, ils sont très différents. Deuxièmement, ils sont différents sur le profil historique d'identité. Jean-Luc Mélenchon est d'une culture incroyable. Il connaît l'histoire par cœur. Il est extrêmement lettré. Il écrit, il travaille. Il a un corpus politique depuis sa jeunesse trotskiste. Trump, pas du tout. Attention, selon ses collaborateurs, 1/4 d'heure, pas plus. C'est un homme de télévision et de série, un homme du zapping. Il a parfaitement compris... Critiquez pas trop la télé, quand même. Hein. Pardon ? Critiquez pas trop la télé, quand même. Non, mais je critique pas la télé. Mais la télé, c'est formidable. Et surtout, la télé LCI, on l'a sur le portable. On l'a partout, nos podcasts aussi. Et il cartonne. Donc, on se retrouve effectivement avec un homme extrêmement cultivé, un promoteur, et je critique pas la profession. Non, messieurs, vous avez raison, Renaud, mais il y a quand même beaucoup de choses. Les ressorts, effectivement, c'est l'outrance, c'est l'antisystème, mais je ne crois pas qu'on peut... On parlait de stratégie politique. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, il a tué le père, il a tué le PS. Regardez les relations qu'il a avec le reste de la gauche française. Regardez ce que Donald Trump a fait avec les Républicains. C'est la même chose. Ils se sont appuyés sur... là où ils viennent pour en fait émerger. Oui, parce que le ressentiment qu'ils ont pu engranger, il y a une revanche à prendre quand même. C'est un moteur extrêmement puissant chez Jean-Luc Mélenchon et chez Donald Trump aussi. Faut jamais l'oublier. Jean-Luc Mélenchon, pendant toute une partie de sa vie, il était ce sénateur socialiste de l'Essonne qui certes était un très bon tribun de congrès, mais qui était minoritaire au Parti socialiste, à qui François Hollande damait le pion à chaque congrès, en l'humiliant parfois. Donc c'est ce moteur de la revanche aussi, de sortir les sortants. Cet establishment, il faut en finir. Moi, quand j'entends Jean-Luc Mélenchon, effectivement, dans ce format inédit, conférence de presse sans presse, avec simplement des influenceurs, où le contradictoire se limite à peu près... Pardonnez-moi, juste une petite parenthèse, pour avoir suivi cette campagne, on l'a suivi ensemble, Magali, aux États-Unis. C'est exactement ce qu'a fait Donald Trump. Il n'a pratiquement pas donné d'interview aux médias avec qui il n'avait pas envie de travailler.
tournée. Il est allé voir les influenceurs, les youtubeurs, les podcasteurs. Et voilà, il s'adressait dans chaque communauté. Et c'est vrai que Jean-Luc ça a fonctionné. D'une certaine façon, fait aussi sa campagne sur les réseaux, sur Twitch. Enfin, on voit bien qu'il veut capter aussi, j'imagine, un autre électorat. Chez Trump, ça lui a permis quand même de capter notamment une partie du vote jeune. Hein. Les jeunes, les noirs, les hispaniques, les femmes, des électorats qui ne votent pas majoritairement pour lui, mais qu'il a réussi à grignoter. Et donc ça lui a permis de gagner haut la main la dernière élection. Tout à fait. Il mise à fond là-dessus parce qu'il estime qu'effectivement, les réseaux sociaux, YouTube, Twitch, tout confondu, c'est une interface directe avec ce qu'il appelle la nouvelle France, celle de la jeunesse et des quartiers populaires. C'est sans filtre, si vous voulez, sans contradiction. C'est la quintessence du populisme. Et en fait, Jean-Luc Mélenchon, sa conférence de presse, si on la regarde bien, réservée aux nouveaux médias, d'abord, encore une fois, les questions commençaient toujours par un acte d'allégeance du genre... Je tenais, Monsieur Mélenchon, à vous réaffirmer tout mon soutien face à la cabale médiatique actuelle que vous subissez. Véridique, hein, c'est les questions qui lui étaient posées. Et puis, le maximum du contradictoire qu'il pouvait y avoir, c'était « Mais pourquoi vous ne tirez pas votre programme plus à gauche, après tout ?» Donc, voilà. Et ça faisait penser... Et là, pour le coup, on quitte les États-Unis, mais on reste sur le continent américain, à son vieil ami, l'ancien président mexicain Andrés Manuel López Obrador, qui organisait ses propres conférences de presse tous les jours, la mañanera, où il distribuait les bons et les mauvais points avec les tricheurs et les menteurs, les mauvais médias. Maduro et Chavez, on se fait ça aussi pendant des années. Bien sûr. Une information qui vient de nous parvenir, Roland Quérol, et j'aimerais avoir votre avis là-dessus, c'est le Conseil d'État qui confirme à l'instant même la classification LFI à l'extrême gauche pour les municipales, ce que contestait évidemment la direction de LFI. Ça d'abord, qu'est-ce que ça change? Petite parenthèse dans l'actualité, puisqu'on parle de ce qui est en train de se passer et des répercussions du discours de Mélenchon. C'était un peu attendu parce que le rapporteur public avait proposé en effet que cette dénomination soit acceptée. Ça change que voilà... les LFI ne voulaient pas être appelés extrême gauche. La gauche, ça leur allait. La gauche radicale, ça pouvait leur aller. Mais l'extrême gauche, ça leur allait pas. Donc le Conseil d'État a jugé comme il devait juger. Il fallait bien qu'ils les mettent ailleurs que la gauche, puisque c'est la guerre entre la gauche et LFI. Il fallait bien les mettre ailleurs. Donc pourquoi pas l'extrême gauche? Parce que l'extrême gauche, ça rappelle l'extrême droite, c'est ça le problème? Oui, c'est ça. C'est qu'on est en dehors du système et qu'on n'est pas apte à gouverner le pays. Je pense que ça n'a aucune conséquence politique. Mais ça n'en aura pas directement. Ça n'a aucune conséquence politique. En revanche, à mon avis, on est dans une époque particulière qui est l'époque de la victoire des gueulards. Dans l'ensemble du monde, de Trump à Mélenchon, en passant par Milei. Et par tout ce qu'on voit apparaître dans tous nos pays, y compris maintenant en Amérique latine, ce sont des conductores, des populistes bontins qui vont dans le sens des intérêts les plus immédiats des émotions populaires et qui les transforment en volonté d'espérance et de changement. On a vécu pendant des décennies des périodes où les pays capitalistes européens, américains étaient modérés, où on avait une alternance du centre-gauche et du centre-droit et une espèce de consensus politique un peu mou, sans de vrais changements politiques. Et progressivement, beaucoup de gens se sont écartés de la politique à cause de ça. Se sont dit, finalement, c'est un peu tout ça. À cause du manque de résultats, surtout. Pas de résultats, et des résultats souvent identiques, quelles que soient les majorités. Le manque de résultats identiques. Se succéder, oui. Et donc une désaffection, une montée des abstentions partout, une montée des non-inscriptions dans le corps électoral. Pensez qu'il y a 7 millions de Français non inscrits aux élections en France. Et donc, je crois que ça a appelé, d'une certaine façon, une espèce de retournement populiste. Et c'est à ça qu'on assiste à gauche et à droite dans l'ensemble de nos pays. Ces populistes, ils ont été qualifiés par Emmanuel Macron d'international réactionnaire. Voilà, c'est le mot, c'est la formule consacrée. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon
par son positionnement stratégique, politique, en fait partie de cette, entité-là. Il est évident que lui, il ne peut pas accepter le mot réactionnaire. Non, bien sûr que non, parce qu'il est à l'opposé de ça, mais en même temps, il utilise la même. Non, il ne peut pas être dedans. Non, il peut pas être dedans, il est de l'autre côté. Il est un accélérateur, par contre. C'est deux formes de réaction. Réaction par rapport à ce mouvement global de modération qui a été celui de notre continent, qui a fait d'ailleurs sa force et sa paix pendant 80 ans. Mais voilà, il y a eu aussi, c'est vrai, une espèce de volonté majoritaire de beaucoup d'électorats de terminer avec ça, parce que c'était trop le consensus mou, trop l'accord permanent entre les journalistes et les pouvoirs, et qu'on voulait sortir de ça. Alors, c'est malheureusement, on en sort par la mauvaise route, mais c'est une des façons, on pensait les électeurs, d'en sortir. Juste un mot, si vous permettez. Je crois que, pour répondre à votre question, l'international populiste révolutionnaire, dans lequel je mettrais LFI, s'est choisi comme adversaire et se nourrit de l'international identitaire. Bien sûr. L'extrême droite et l'extrême gauche se sont choisis pour 2027. Hier soir, dans le discours d'1h50, une demi-phrase de critique sur le RN. Oui. Une demi-phrase de critique sur le RN. Vous vous rendez compte ? Épargner totalement le RN, Bardella et Marine Le Pen hier soir, parce que ce qu'il veut globaliser, c'est le camp fasciste dans lequel il nous inclurait parce qu'on n'est ni fasciste ni antifasciste. Deuxièmement, extrême gauche, extrême droite, les étiquettes n'ont absolument aucune importance. Ça fait 30 ou 40 ans que le FN plus le RN est qualifié d'extrême droite dans la presse, la bonne presse et à Sciences Po. Ils sont à 33. Ça, ce sont des conversations de Sciences Po. Nous sommes dans une bulle. Il y a des millions de Français qui ne savent pas quand sont les élections municipales. J'ai autour de moi même des gens qui suivaient la politique qui disent c'est quoi, c'est en mars, c'est en avril. Vous pensez, et hier soir, le scandale qu'il y a à beau être sur toutes les chaînes aujourd'hui et dans la presse, faisons un sondage dans 15 jours, il y aura des millions de Français qui n'ont pas suivi ou pas compris. Tout le monde aura tourné la page. Bien sûr, non, un ne suit pas. Ouais. Il y a des gens qui n'ouvrent plus un journal, tellement ça les dégoûte. C'est la nausée hier soir. On en est à provoquer sur un nom de famille. Vous vous rendez compte ? Sur un nom de famille, à transformer un nom de famille. On connaît très bien l'histoire de ces blagues sur ce nom de famille. Vous voyez où on est arrivé ? Donc il y a des Français qui ne s'intéressent plus à tout ça. Et donc, il y aura des millions d'électeurs qui vont se fuir tout ça. Et donc, et dernière chose, l'électeur a une moyenne, selon les spécialistes, de mémoire de 3 mois. Alors, on parle de stratégie politique. Ce qui est intéressant, c'est que les similitudes que l'on a notées entre Donald Trump et Jean-Luc Mélenchon sont des similitudes actuelles. Quand Donald Trump a fait sa campagne, certes, il a clivé, certes, il est allé chercher chaque petite minorité, mais le discours était en quelque sorte plus tamisé. Il a évolué, ce discours, depuis son arrivée à la Maison-Blanche. Il s'est un peu durci. En revanche, Jean-Luc Mélenchon, pardonnez-moi, sauf erreur de ma part, il n'est pas encore élu. Donc il a ce discours-là, discours similaire à celui de Donald Trump, avant de passer par la case élection. Est-ce que cette stratégie-là, elle peut fonctionner, elle peut être payante pour Jean-Luc Mélenchon, qui lui vise évidemment un ticket au second tour? Ça dépend s'il parvient à opérer une nouvelle fois la synthèse, qui lui a valu de manquer le second tour à 400 000 voix en 2022. Il faut toujours s'en rappeler. Parvient à opérer cette synthèse entre les irréductibles mélenchonistes, qui croquerait une capsule de cyanure s'il lui demandait. C'est du même acabit, pour filer la métaphore avec Trump, que lorsque Trump dit « je peux descendre sur la 5e avenue, sortir un flingue, tuer quelqu'un, ils voteront toujours pour moi ». Cette base MAGA, lui, est fidèle. De la même manière, Jean-Luc Mélenchon a des gens qui placent tous leurs espoirs en lui, qui ne croient qu'en son programme et qu'en son éloquence. Donc il faut opérer la synthèse entre ces irréductibles et des électeurs de gauche qui effectivement sont réceptifs au discours anti-RN, qui ont ces réflexes de barrage républicain, mais qui ont tout aussi bien voté socialiste aux élections municipales, pourquoi pas Anne Hidalgo, nous sommes à Paris, qui ont voté aux européennes écologistes, peut-être en 2019, pour Yannick Jadot. Autant dire, ce sont des électeurs qui n'iront pas à la guerre pour Jean-Luc Mélenchon. Ils n'iront cotiser chez Jean-Luc Mélenchon dans les urnes une nouvelle fois que s'ils pensent qu'il est le meilleur vecteur pour la victoire. Or, Jean-Luc Mélenchon a un lourd handicap à son actif. C'est qu'aujourd'hui, il apparaît comme le pire des candidats face à Jordan Bardella. Pour des gens
qui ont grandi dans l'idée que face au RN, ils voteraient même pour une chaire ou même pour une chaise, que c'est vraiment le barrage ultime, cette perspective de voir Jean-Luc Mélenchon battu sèchement par Jordan Bardella, ou peut-être Marine Le Pen, mais plus favorablement Jordan Bardella, à présent qu'elle est peut-être empêchée, on le saura le 7 juillet, cette perspective-là, elle va peser lourd dans les consciences des électeurs. Mais Antoine, le pire, quel serait le meilleur ? À gauche. Le meilleur entre qui et qui, pardon. À gauche. Ah, mais alors ça, Jean-Luc Mélenchon... Il n'y en a pas. Effectivement. Objectivement, c'est le vide autour. Le roi au pays des aveugles. Enfin, clairement, il ne souffre pas de la concurrence. Mathilde, la stratégie, cette stratégie-là. Justement, je pense qu'il y a un autre parallèle qu'on peut faire avec les États-Unis sur l'effondrement du camp démocrate. Du côté de Kamala Harris, ça se retrouve aussi chez nous. C'est qu'à un moment, on dit Jean-Luc Mélenchon, il joue sa partition. Il y a aussi la responsabilité des autres leaders à gauche qui veulent organiser une primaire à l'automne, mais on ne comprend pas trop. Est-ce que tout le monde ira aussi ? Et en fait, il y a, dans la période dans laquelle on va rentrer, la pression et la responsabilité, elle sera sur tout le monde. Et si la gauche non mélenchoniste ne propose qu'un candidat, là, on sera dans une autre dynamique de campagne. Pour le moment, elle est un peu mal barrée pour parler franchement. Et c'est un peu le parallèle qu'on peut faire avec le camp démocrate. C'est vrai que la faiblesse des démocrates, la démission de Biden, enfin le renoncement de Biden à la toute dernière minute pour mettre une Kamala Harris qui paraît à ce moment-là finalement complètement déconnectée des préoccupations des électeurs, qui ne leur parlent pas pouvoir d'achat, mais wokisme, ce genre de choses. C'est vrai que les démocrates ont raté leur campagne et tout ça a permis à Donald Trump de se remettre en selle et de l'emporter au finish. Et Jean-Luc Mélenchon fait une analyse de cette forfaiture des démocrates ou de cet état de sclérose idéologique, parce qu'on a beaucoup parlé de Donald Trump avec des similitudes, notamment dans l'attitude anti-système. Mais le référentiel américain de Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui, c'est le maire de New York. C'est Zoran Mamdani, qu'il pense et qu'il conçoit comme la voie à suivre, cette voie qui a réussi à redonner du panache à la gauche aux États-Unis. Un homme très à gauche, qualifié de socialiste aux États-Unis et que Donald Trump apprécie beaucoup. Voilà, je dis ça comme ça. À côté de lui, c'est un pause et on se retrouve juste après. Le grand dossier, troisième partie. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Alors, la stratégie Trump revisitée par Jean-Luc Mélenchon, peut-elle fonctionner en France ? Notre système politique, nos usages, nos traditions, la structure de notre électorat, tout ça est très différent des États-Unis. On va voir ce que nos invités en pensent. Renaud Pilat, éditorialiste politique LCI. Mathilde Guénégan, journaliste au service politique TF1 LCI. Antoine Oberdorf, journaliste au service politique de l'opinion. Et Roland Quérol, politologue, directeur conseil de Région Magazine, sont là pour nous éclairer. Est-ce que cette stratégie mélenchoniste, celle de la fureur, elle peut l'emmener au deuxième tour de la présidentielle ? Est-ce que c'est suffisant de garder sa base, quitte à ne pas renforcer son poids électoral en dehors de cette base, pour passer et se retrouver donc face au candidat qui sera probablement, c'est ce que disent les sondages aujourd'hui, un candidat Rassemblement National? Écoutez, les politologues sont meilleurs sur le passé récent que sur le futur à venir, le futur proche. Mais je vais me mouiller en disant que là, je pense réellement que Mélenchon est allé trop loin. Et que s'il continue comme ça, il est vraiment sur une pente savonneuse. Je pense que là, ça s'est trop vu qu'il dérapait. Ça s'est entendu. Il insiste, on le lui reproche, il y a des émissions entières qui le décryptent, et il continue. Je pense que c'est dangereux. Vous faites le pari de la mémoire des électeurs. Oui, et je pense il y a une mémoire. On dit 4 mois en général à peu près, mais 4 mois c'est long, hein, et puis ça se réinjecte éventuellement par des reprises de parole et par des événements. Donc il me semble que là, on a compris qu'il avait parlé différemment. Depuis la mort d'un jeune homme, il a affronté la situation d'une façon plus dramatique que jamais, et il l'a fait dans des termes qui n'étaient pas les siens avant. Il ne faut pas se tromper, c'est pas simplement du Mélenchon comme il fait de temps en temps. C'était du Mélenchon plus. Et je crois que là, il y a un danger pour lui, et je pense que s'il continue comme ça, s'il ne se reprend pas, s'il ne sait pas faire un passage vers un retour à un Mélenchon de second tour, il est cuit pour la présidence. Ça, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. J'aimerais avoir votre avis à tous les trois. Est-ce que la mort de Quentin Dorenc, elle percute la stratégie politique de Jean-Luc Mélenchon pour le meilleur, c'est-à-dire qu'il arrive à
remobiliser ses troupes, cette amicale Antifa, etc., ou pour le pire, parce qu'il avait pris une sorte de recul ces derniers temps, qu'il parlait moins, pour peut-être essayer d'être plus audible pour ce qui n'est pas de sa base politique. Dans cette campagne des élections municipales, on posait un peu la question à son entourage il y a quelques semaines en se disant est-ce qu'il est rentré dans sa phase de papy sympathique, de justement on arrondit les angles, on essaye de pas trop froisser. Ce qu'il a fait juste avant les 2 dernières campagnes présidentielles et qui a plutôt bien marché. Pas trop froissé, il se mêlait pas trop des élections municipales, il faisait déjà les meetings comme il a fait là. Moi j'ai assisté à celui d'Aubervilliers où il parlait de plein de sujets, de la Nouvelle-France qui sont déjà des thématiques qu'il va développer au cours de sa campagne présidentielle. C'est un petit peu pour un stand-upper, c'est le tour de chauffe un petit peu en quelque sorte. Donc on était plutôt dans ce registre-là. Là, on voit que avec une crise, forcément, ça arrive souvent d'avoir des faits divers qui changent, bouleversent le calendrier politique, des drames comme celui qui s'est passé à Lyon. Et donc là, on voit que le réflexe premier, quand il se passe une crise comme celle-ci, on revient un petit peu à l'instinct insoumis de base, dont on parlait tout à l'heure, de faire bloc. La seule possibilité pour faire suite à ce que vous disiez, Monsieur Carole, sur est-ce que ça peut marcher pour 2027 ? Ça peut marcher si on fait le pari qu'il y a une myriade de candidatures, que le seuil de qualification au second tour soit extrêmement bas, mais ça fait quand même beaucoup de si à 1 an de l'élection présidentielle pour tout miser là-dessus. Un coup de pouce ou un coup sur la tête, cette affaire? Est-ce que ça a fait dérailler la stratégie Mélenchon ou est-ce qu'il s'adapte, Jean-Luc Mélenchon, et qu'il reprend de l'élan grâce à tout cela? Il ne faut pas sous-estimer le fait que si Jean-Luc Mélenchon tape aussi dur, parle cru et dru, c'est aussi pour tenir ses troupes, pour tenir ses rangs. S'il y a pu avoir un léger moment d'hésitation sur la conduite à tenir après la mort de Quentin Derenque, dès lors qu'il a pris la parole, c'était clair. Il fallait aller un cran plus loin dans la conflictualité. Donc c'est aussi pour ça. Là, on parle de tout cela, pardonnez-moi, juste une petite parenthèse, on parle du discours d'hier soir, on a complètement oblitéré ce qui s'est passé il y a encore 24 ou 48 heures quand le débat tournait autour de le soutien Antifa de LFI et les relations entre LFI et les Antifa et leur responsabilité dans la mort de Quentin Derenque. Et pourtant, cette partie du discours de Jean-Luc Mélenchon n'en était pas moins intéressante, parce que Jean-Luc Mélenchon, hier soir, il a complètement disculpé la jeune garde et il a dit que l'organisation criminelle dont il appelait à la dissolution, c'était le collectif identitaire Némésis. Ces provocatrices, a-t-il dit, qui sont venues tendre un piège, un guet-apens, un traquenard aux abords de la conférence de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Donc cette réécriture de l'histoire aussi, elle était intéressante. Mais effectivement, comme vous avez eu ce passage délirant, cette digression à connotation antisémite de Jean-Luc Mélenchon sur Epstein, renvoyant ce criminel sexuel à son identité juive, avec ce besoin de passer le patronyme à l'allemande, ben forcément, ça a effacé, ça a éclipsé tout le reste. Mais sur ce point-là aussi, c'était très intéressant de noter le discours de Jean-Luc Mélenchon hier soir. Renaud ? Moi, je trouve que c'est extrêmement difficile de faire... j'aime bien mouiller en général, mais là, c'est vraiment extrêmement difficile de faire des prévisions parce que la situation politique française est trop mouvante. On va de séisme en séisme. Depuis la dissolution, depuis 2 ans, qui aurait imaginé de dissolution, cette décision absolument folle, qui aurait imaginé les épisodes, qui aurait imaginé les schismes. Là, on a le drame absolument horrible d'il y a 15 jours qui a des conséquences politiques. On a aujourd'hui cette provocation incroyable de Jean-Luc Mélenchon, qui aurait dit il y a 10 jours qu'il aurait pu faire cette provocation. Donc je crois que c'est extrêmement difficile et ça ne dépend pas de lui. Ça ne dépend pas de lui parce qu'il a une stratégie qui est extrêmement bien huilée et identifiée. Il est ultra identifié, Jean-Luc Mélenchon. Ultra identifié. Le candidat ou la candidate du RN est ultra identifié. Tous les autres au milieu, vous demandez à un électeur qui suit pas forcément la vie politique, les différences entre Darmanin, Lecornu, Cazeneuve, Glucksmann, Hollande et Darmanin, mais franchement, vous voyez les différences? Donc, aucun de ceux-là ne sera candidat. Et alors, si jamais, en revanche, il y avait, par miracle, pour eux, une primaire de la droite et du centre, et qu'il y avait un candidat de la droite et du centre-droit efficace, personnellement, je considère que pour Bardella, ce n'est pas fait du tout le second tour et que la partie va être extrêmement difficile parce que être populaire comme responsable politique et être vu comme candidat, le regard des Français change complètement.
Donc Bardella n'est pas forcément au second tour. Et s'il y avait un candidat de centre droit ou de droite efficace au second tour, eh bien, la partie n'est vraiment pas faite, évidemment, pour Mélenchon. Voilà, et on se souvient aussi que les Français ont horreur qu'on leur prédise qu'il va leur arriver qu'un an et demi avant une élection. Tout peut se produire. Le Conseil d'État, donc, il confirme la classification d'LFI à l'extrême gauche. Il y a eu ce débat ces derniers jours. Est-ce que ce parti fait encore partie de l'arc républicain ? Votre réponse, Roland Quérol? La réponse, c'est la réponse des Français. C'est qu'aujourd'hui, les Français disent majoritairement non à cette question. Il y a, en effet, même si l'expression arc républicain n'est pas très souvent comprise par beaucoup de Français, mais s'ils prennent les forces politiques autour desquelles peuvent se construire des coalitions gouvernementales, LFI n'en fait plus partie pour la grosse majorité des Français. Et ça, c'est quand même une césure importante. Jusqu'à maintenant, malgré les discours mélenchonistes et parfois les outrances, il y avait l'idée que de toute façon, électoralement, la gauche se retrouvait dans les seconds tours et que ça faisait éventuellement des majorités possibles. Ça a disparu. Voilà, c'est un nouveau monde que nous abordons. Merci Roland Quérol, merci Mathilde, Antoine, Renaud, merci à tous de nous suivre sur LCI.